Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Aujourd'hui, dans la catégorie des guerrières de la céramique, Amandine Oubis est une queen. Multitâche, elle passe du modelage autour, de la poterie artisanale aux pièces de collection. Amandine fourmille de petits et grands projets. Sa motivation est sans limite. Il y a un an, je flashais sur ces albarelles et pots canons en terre vernissée, sur lesquels on déchiffre des mots comme des slogans, écrits en grosses lettres gothiques au tracé impeccable. Pendant cette conversation avec Amandine, on a discuté du couvent des Sœurs Clarisse à Cray, de tiers-lieux, de Passau à trois poils, et on a aussi espéré qu'un jour existe le métier d'agent de céramiste, comme une sorte de bonne fée qui ferait la paperasse, la com et la tif à notre place. Très bonne écoute à vous, je l'espère, au calme dans votre atelier. Donc toi, moi je suis un peu, comme je disais, un fil rouge. Et la première question que je pose souvent aux céramistes, c'est quel est leur premier souvenir lié à l'argile, lié à la terre ? Aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, mon premier souvenir, c'est chez mes parents en étant gamine, quand je jouais au Lego et que je faisais des constructions. Je m'amusais à fabriquer des briques avec la terre glaise qui traînait dans le jardin, et je faisais des espèces de petits coffrages, de petits moules pour fabriquer des briques en terre dans le jardin. Donc j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Donc ça, c'est le premier souvenir que j'ai. Après, il y en a d'autres, hein. J'ai fait de l'argile un peu à l'école en mode loisir. Et ensuite, je sais pas, il y a une longue période où j'ai aucun contact avec l'argile, et ça revient ensuite quand je commence mes études d'art plastique à Saint-Étienne en 2002. Là, on a un cours de sculpture, et le cours de sculpture est principalement axé sur l'usage de l'argile pour notamment apprendre à sculpter en reproduisant des bustes antiques. Donc on avait toute une collection dans les ateliers de sculpture de plâtres d'anatomie antique. L'idée, c'était de les reproduire. Même le premier exercice, c'était de fabriquer un cube parfait, je me souviens. Ça paraissait anodin, ça paraissait hyper simple, mais c'était un casse-tête pour pas mal d'entre nous. Et je suis assez contente d'être passée par cette espèce de morceau de formation hyper académique, hyper classique, parce que ça m'a permis d'ajuster le regard et d'apprendre à mieux gérer les volumes en argile. Donc on travaillait pas mal autour de ça, et puis après j'ai sculpté, mais avec d'autres matériaux, notamment des matériaux de récup comme du polystyrène. Après j'ai fait de la sculpture avec des barbelés, enfin beaucoup de matériaux de récup en fait. Et après il y a toute une période où pareil, je retouche pas à la terre, ça devient vraiment secondaire, et j'y reviens ensuite par hasard, je pense plus de 10 ans après, quand je commence à être professeur de français langue étrangère dans les centres sociaux. L'atelier attenant au mien, c'est un atelier loisir de céramique. Et c'est là où je reprends en fait la céramique, par hasard. Donc tu es rentrée en fait dans le monde de l'argile, de la céramique, plutôt à travers d'abord le volume, le modelage, mais alors tu t'es mis autour beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, ouais. Ouais. Okay, oui, j'ai commencé par la sculpture, et ensuite, quand j'ai vu cet atelier qui était attenant au mien quand je finissais de travailler, je me suis dit voilà, je finis de bosser, pourquoi pas essayer de retravailler du volume. Et dans cet atelier, il y avait un seul tour, et les personnes qui étaient inscrites à cet atelier pratiquaient peu le tour. En fait, c'était quelque chose qui leur faisait un peu peur. L'animatrice de l'atelier était pas hyper aguerrie de la pratique du tour. Mais moi j'ai un peu insisté pour tester ça, et assez rapidement je me suis prise au jeu et j'ai été captivée
par le tour, en fait. Donc elle m'a transmis ce qu'elle pouvait me transmettre en fonction de son niveau. Et après, j'ai pratiqué. Ouais, donc tu as eu un parcours assez varié en fait avant d'arriver au monde de la céramique. Je disais que tu avais été graphiste avant? Graphiste, c'est pas vraiment le terme. En fait, moi, quand j'ai eu mon bac, je suis partie à Clermont, je suis partie à Saint-Étienne pour faire des études d'art plastique. Et dans mon parcours universitaire d'art plastique, bah, j'avais le choix entre différentes options et je me suis principalement orientée vers l'image imprimée. Donc, c'était photographie argentique, gravure, sérigraphie, illustration et un peu de peinture. Mais voilà, ce qui m'a le plus captivé, c'était photographie argentique et sérigraphie. Donc pendant longtemps, j'ai dessiné, j'ai appris à imprimer et j'ai fait partie d'un collectif pendant plus de 10 ans qui s'appelait Les Arts du Forez à Saint-Étienne. Et dans ce collectif, on avait monté un atelier de sérigraphie principalement, dans lequel moi j'imprimais pour les autres, que ce soit du poster, de la carte de visite et surtout beaucoup de fanzines en fait. Ça, c'était une pratique annexe. C'était pas une pratique avec laquelle je gagnais ma vie, mais c'était une pratique qui me prenait énormément de temps. Après avoir fini mes études d'art plastique, j'ai repris des études pour être prof de français langue étrangère, enseigner du coup le français à des non francophones natifs. Après, j'ai repris la céramique. Ouais, c'était ça. Ah oui, et surtout, pourquoi j'en suis venue à la céramique, en fait? Pourquoi, finalement, j'ai délaissé petit à petit le support papier pour utiliser la terre? Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le fait de créer des images statiques qui allaient être accrochées au mur ou accrochées dans des espaces d'exposition, qui allaient plus, finalement, pas trop bouger, quoi, qui étaient un peu comme des icônes contemplatives, avec un côté un peu sacralisé de l'image. Et ça me dérangeait. J'avais envie de revenir à quelque chose de plus proche des arts populaires, en fait. Et la céramique, elle permettait de combiner et un objet qu'on pouvait utiliser au quotidien et en même temps l'image. En fait, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis revenue principalement à l'utilitaire. C'est que ça me permettait de décliner des motifs, des petites sculptures, tout ça sur vraiment des objets du quotidien, sur un art populaire, en fait. L'objet, on l'utilise, on le casse, on le manipule, on échange avec, on le perd, on le donne, et quelque chose de pour moi, plus vivant, en fait, dans l'usage quotidien. Et alors du coup aujourd'hui toi tu t'identifies plutôt comme céramiste, comme potière, comme plasticienne? Moi, aujourd'hui, je me détermine plutôt comme potière, parce que j'ai vraiment un attachement à ce savoir-faire technique. Euh, pour moi, ouais, je sais pas, céramiste, ça veut un peu tout et rien dire, et il y a beaucoup de gens qui pour moi ont pas d'attachement avec le passé potier, et moi c'est quelque chose de fondateur. J'envisage pas de proposer des objets utilitaires aux gens qui n'aient pas un minimum de solidité, stabilité, d'empreinte du passé, traversée par les générations antérieures. Enfin, moi j'ai un attachement à l'objet bien fait entre guillemets, et du coup c'est pour ça que je préfère me définir en tant que potière, même si dans ma pratique, je fais pas uniquement des assiettes, des pots, des bols, des vases, parce que je fais maintenant, là, depuis récemment, je fais aussi un peu du bijou. Et puis, je pense qu'en 2023, je vais revenir aussi à la sculpture et à l'installation. Mais la base, c'est quand même ce pot qui contient, cette forme qui contient donc le pot, donc potière, quoi. Ok. Voilà. Et j'ai beaucoup appris des anciens aussi, des gens qui aujourd'hui ont 70 ans, voire plus, et qui ont hérité de ça aussi, de gens qui avaient une pratique simple, et oui, et d'artisans. Et alors justement là ton savoir-faire tu l'as appris auprès de qui alors? Et ben, le parcours, il a été un peu varié. Donc, j'ai appris dans des ateliers des ateliers de loisirs pendant 4 ans à peu près, dans lequel j'ai appris principalement à tourner, à émailler, mais en utilisant des émaux industriels. En fait, suite à ça, je suis allée faire un CAP de tournage à Saint-Amand, au CNIFOP, pendant 1 an. Donc là, j'ai appris un peu de manière assez dure, quoi, assez répétitive, manière d'envisager le tournage en mode ouvrier, quoi. Donc c'est répéter des formes, répéter. Enfin, tous ceux qui sont passés par là savent un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai appris de manière assez standard, quoi. C'est 8 heures sur le tour pendant 9 mois, et la répétition me permet d'acquérir les gestes techniques, enfin une partie, en tout cas les bases, parce qu'après c'est la pratique qui finit
permettre d'acquérir ce savoir-faire. Et ensuite, ça me suffisait pas. Donc, j'ai candidaté à la Maison de la Céramique à Dieulefit et là, j'ai été prise dans cette formation et j'ai passé, du coup, 14 mois à apprendre au sein de l'école, mais aussi chez d'autres potiers. Je pense notamment à Pascal Balaï, qui est à Pernes-les-Fontaines, qui fait de la terre vernissée, qui elle-même avait appris en Angleterre. Donc, il y a une super belle pratique de la terre, hyper sensible, qui cuit au gaz, qui cuit également au bois depuis quelque temps, qui a appris la cuisson auprès de Michel Cohen. J'ai appris aussi avec Angélique Fagé, qui elle était passée par le CNIFOP, qui est une personne qui a mon âge, donc un peu moins de 40 ans, qui elle a appris en Nouvelle-Zélande, qui a appris en Turquie dans des ateliers de production, ça envoie quoi. C'est pas de la petite série, mais qui m'a transmis ce truc-là d'avoir un savoir-faire efficace, mais en y mettant quand même de soi à l'intérieur. Qui c'est que j'ai vu? T'as pas travaillé avec Jérôme Galvin aussi? Très peu en fait. Jérôme Galvin, il est intervenu en tant que dans un workshop en fait à la Maison de la Céramique pour travailler autour du décor. Donc si j'ai pas au niveau de la forme, mais au niveau du décor, c'est vrai que automatiser la manière de décorer, c'est pas mal Jérôme qui me l'a transmise. Après, j'ai été inspirée par le travail de Jérôme, notamment par le travail de la calligraphie, des mots à poser sur les pots, et ça c'est en fait aussi sur le travail décalé, sur proposer des choses assez osées, avant même d'intégrer le CAP à Saint-Amand. Son boulot, il m'a assez vite fascinée parce que je découvrais quelque chose pour moi, assez provocateur. Et je trouvais ça chouette de trouver des choses comme ça qui sortent des sentiers battus et avec quelque chose qui porte un discours politique aussi. De défendre des minorités ou de faire valoir sa propre identité. Et ouais, le travail de Jérôme Galvin, il m'a beaucoup inspiré, carrément. Okay. Mais je suis jamais allée visiter son atelier. Après, d'autres travaux qui m'inspirent chez les gens qui font de la terre vernissée, puisque c'est ma technique de prédilection. C'est Héloïse Bariol avec son travail ultra libre, super pictural du décor, et en même temps avec des formes empreintes de la tradition que moi j'aime beaucoup. Après, il y a Marie Delafosse aussi avec son approche à la fois naïve et à la fois hyper précise et poétique dans les discours qu'elle va choisir et dans aussi les motifs des sirènes, enfin tout un univers qui me parle aussi. Est-ce que tu pourrais présenter et décrire ta production? Alors ma production, elle peut être vraiment multiple. Ça va dépendre un peu des moments dans l'année ou de mes envies. L'année et demie écoulée, ça a été beaucoup de l'utilitaire en terre vernissée, donc faïence rouge, en gobe blanc, et ensuite décor aux oxydes ou décor au colorant de masse. Des motifs répétitifs en fond, colorés, assez proches du papier peint des fois. Voilà, c'est motifs répétitifs papier peint. Et un gros travail de calligraphie par-dessus, notamment de calligraphie gothique. Quand j'étais en formation à la Maison de la Céramique, j'ai pu faire un stage aussi de 10 jours dans un couvent à Cré, chez des sœurs Clarisse, qui proposaient en fait un stage de calligraphie gothique lié en fait à la pratique des scribes au Moyen Âge, qui rédigeaient toutes les Bibles notamment et les écrits saints tout à la main, quoi. Donc elle proposait un stage autour de ça. Donc j'ai appris la calligraphie chez elle et c'est quelque chose qu'ensuite j'ai réexploité sur mes pots. Donc il y a eu une grande partie de ma production qui était axée autour de ça pendant un moment, tourner des pots et proposer des céramiques avec des mots à poser dessus, un peu un clin d'œil aussi au bol à prénom, mais bon, en m'en éloignant aussi pas mal, quoi. Ça a été une grande partie de la production, avec aussi des formes inspirées des apothicairies, donc des pharmacies anciennes. J'ai beaucoup cherché autour des pots, des formes de pots traditionnelles, des albarelles, des pots canons, des pots montres, tout ce genre de choses, et en y apposant des termes plus contemporains. Moi, je me suis
peu amusée à écrire des mots de contenants de médecine simple de plantes, mais plutôt des mots contemporains, que ce soit des mots qui tournent autour des questions féministes, des mots qui tournent autour de la médecine contemporaine, mais de la médecine allopathique. Donc c'est plutôt une critique de la médecine allopathique. Ouais, les répertoires de mots que j'utilise ensuite, il y a différentes familles là-dedans, quoi. Mais donc il y a ça, il y a une partie de contenants vraiment utilitaires du quotidien, des mugs, des tasses, des assiettes. Il y a toute la partie apothicaire, cabinet de curiosité. Et là, plus récemment, je suis passée sur un format plus petit. Je travaille plutôt autour des masques et du bijou, où je fabrique énormément de broches, de pins que je décore. Donc là, je suis passée sur du format beaucoup plus petit et du bijou. Je reviens à l'écriture là et la calligraphie. Il y a une tradition de pièces décorées comme ça avec des écritures dans la céramique ancienne? Oui, parce que en fait, au début du Moyen Âge, dans les pré-apothicairies, les pots étaient fabriqués en bois. Assez rapidement, le bois a posé plus ou moins de problèmes dans les conservations des plantes, ou simples, ou des mélanges qui pouvaient être faits. Donc, il y a eu une fabrication, notamment en faïence, de pots qui a commencé à être développée. Et sur ces pots, pour ranger les médecines, tout simplement, il fallait les annoter pour savoir ce qui était contenu. Donc, il y avait des pots de médecine simple, donc une plante, ou alors des noms de mélanges de plantes. Donc, tous ces pots-là étaient calligraphiés, étaient notés, calligraphiés avec des mots. Et des mots qui n'étaient pas forcément, des noms qui n'étaient pas forcément lisibles et compréhensibles par le commun des mortels, mais qui étaient compréhensibles par les professionnels du domaine. Donc, avec tout un système d'annotation, d'abréviation, de codification propre à ce métier-là. Il y a une chercheuse qui a beaucoup écrit là-dessus, qui s'appelle Danielle Alexandre Bidon, qui a écrit des manuels sur la céramique et les annotations sur les céramiques. C'est assez intéressant. Ça m'a beaucoup inspiré sur la manière d'écrire sur les pots, en fait. Donc tu véhicules un message aussi à travers tes pièces. Est-ce que tu dirais que tu fais de la céramique militante? Militante, je sais pas, mais j'aimerais proposer une céramique qui amène à se poser des questions sur certaines choses, ou à revendiquer certaines choses. De là, être dans du militantisme, je sais pas. C'est un mot qui pour moi n'a pas de sens précis, qui est trop ouvert, quoi. Donc c'est une céramique, ouais, qui veut poser des questions, en tout cas, qui aimerait poser des questions. Ton inspiration, elle est aussi liée à des questions d'actualité ou des sujets de société dont on parle? Ouais, il y a toute une série là que j'ai fait récemment sur domination, patriarcat, misogynie, misandrie, sexisme. C'est des termes qui reviennent souvent. En fait, je propose des pots, des séries de pots qui sont là pour être pour proposer une espèce de thérapeutique, des mots, des pots permettent le soin entre guillemets dans le fait de se débarrasser de certaines habitudes ou de certaines mauvaises habitudes surtout qu'on peut avoir, de les interroger et de s'en débarrasser. Récemment, je discutais avec des gars qui ont entre eux créé un groupe de parole pour réfléchir en fait à toutes les dominations qui peuvent inconsciemment imposer à d'autres groupes de personnes. Et en fait, ils m'ont demandé de leur faire un gros pot patriarcat barré avec un couvercle pour, à l'intérieur de ça, écrire des petits papiers, noter dessus tout ce qu'ils peuvent avoir comme pratiques qu'ils soupçonnaient pas avant, mais qui sont des pratiques de domination. Donc, il y a une espèce de vocation curative à l'utilisation des pots dans ces cas-là. Ok, je comprends mieux. Comment est-ce que tu travailles? Quelles sont tes techniques? Alors, tu tournes, tu fais de la terre vernissée, ça veut dire que tu fais toi-même tes engobes peut-être? Ouais, je tourne. Pour l'instant, je me suis pas vraiment penchée sur la question de fabriquer plutôt moi-même mes terres, d'aller les chercher. Pour l'instant, je travaille avec de la terre industrielle, ce qui me pose un peu question, chose que j'aimerais travailler quand même à l'avenir, mais bon, on sait que ça demande aussi beaucoup de temps supplémentaire. Donc je tourne, je fabrique mes engobes. Mes engobes, c'est un mélange
d'engobe aussi proposées par les fournisseurs industriels, mais aussi avec certaines argiles que je peux récolter, concasser. Voilà, ça représente quand même une faible partie de la composition de mes engobes. Donc je tourne, il y a tout un travail de recherche des formes justement, en allant puiser dans les formes du Moyen-Âge traditionnelles de la terre vernissée, dans les apothicaireries, en faisant un mix de tout ça. Tu fais des croquis de tes pièces? Je fais pas mal de croquis, ouais. Je fais pas mal de croquis papier, de croquis 2D. Je fais peu de croquis 3D sur le tour ou en modelage. Comme je viens de la 2D et du graphisme et du dessin, je reste plutôt dans mon processus de recherche et de création, je reste vraiment sur la 2D au départ. Ce qui me permet aussi en amont de voir l'adéquation, enfin la rencontre que je vais avoir entre forme et décor. Donc sur mes croquis, je travaille aussi le décor en amont. Donc je tournasse, j'assemble des éléments. Sur certaines pièces, je peux ajouter des parties qui sont moulées. Je glane aussi beaucoup d'objets à partir duquel je vais fabriquer des moules, des stampages principalement, quelques moules de coulage, mais les petits moules, c'est des moules d'estampage. Donc j'estampe et ensuite je viens coller ça sur mes pièces. Une fois que tout est à bonne consistance, j'engobe, je décore, je biscuite et j'émaille. Donc j'ai plusieurs cuissons. Des fois, je rajoute des lustres, de l'or notamment. Donc là, j'ai une troisième cuisson, troisième feu. Et pour certaines parties, pour certaines pièces, notamment pour les pièces plus sculpturales, on peut en voir quelques-unes sur mon site. Bon, là, elle commence à dater de 2021. Donc là, c'est des choses que je veux refaire en 2023. J'ai toute une partie du travail qui est aussi du moulage sur corps. Donc j'ai fait des moulages sur des visages humains de mes gentils amis qui ont bien voulu être des cobayes. Donc par rapport à ça, j'ai fait des moulages de visage et là, ces tirages, ils sont faits à partir de coulage. Donc ça, c'est une autre partie du travail. Il y a tout ce travail aussi du plâtre, des moules, des assemblages. T'es hyper complète comme technicienne. En fait, tu maîtrises plein de choses. Mais j'ai vraiment une passion pour la technique et c'est pour ça que je tiens aussi au terme de potière parce que il me semble que les potiers sont vraiment détenteurs. Les potiers et les potières sont détenteurs et détentrices de savoirs anciens et multiples. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine en fait dans ce métier qui est vraiment atemporel et qui a traversé des générations et des générations. Donc moi, je mets un peu un point d'honneur à maîtriser beaucoup de techniques et je suis fascinée par la technique. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il me plaît énormément. Donc, du fait des différentes envies de pratique que j'ai, à chaque fois, ça m'amène à découvrir de nouvelles techniques, à rencontrer de nouvelles personnes, à expérimenter, à voir comment je vais pouvoir combiner tout ça. Là, récemment, j'ai aussi fait des séries où les décors, c'est plus des décors au pinceau, mais c'est plutôt des décors de transfert. Là, j'ai travaillé autour de tout un abécédaire de symboles liés à l'alchimie. Et pour apposer tous ces symboles alchimiques sur mes céramiques, j'ai redéveloppé une technique de transfert en fait, à base de gomme arabique, d'huile de lin. Voilà, c'est assez fastidieux. Du coup là, je vais me repencher sur la sérigraphie par exemple. Donc je reviens encore aux arts graphiques pour transposer ça sur la céramique. Mais oui, la technique c'est aussi une source d'inspiration et c'est sans fin quoi. Il y a des techniques que tu as envie d'explorer, de découvrir, d'expérimenter. Par exemple, je pense au colombin. Tu travailles un peu au colombin? Assez peu finalement, assez peu, parce que j'aime beaucoup le tour et le tour c'est assez efficace pour arriver rapidement à des grandes formes. On peut assembler des morceaux de pièces tournées pour arriver à avoir des grandes pièces. Mais le colombin, c'est vrai que le colombin, ça permet une autre approche, peut-être un peu plus méditative ou un peu plus au contact de la terre. Et c'est quelque chose que j'ai envie de travailler un peu mieux. L'avantage, c'est que dans mon atelier, on est trois. Dans notre atelier, on est trois. Et notamment Lucie Michaud, avec qui je travaille, elle ne tourne pas du tout, elle fait tout à la main. Donc elle travaille à partir de bosses, mais elle peut travailler aussi à partir de colombin, comme Clémentine Cosse également, avec qui je partage l'atelier. Donc je sais que grâce à elle, je peux aussi perfectionner, apprendre un peu plus la technique du colombin, et peut-être passer sur des pièces beaucoup plus volumineuses prochainement aussi grâce à ça.
Bon, alors justement, ton atelier, c'est un atelier partagé. Est-ce que tu peux nous le décrire? Alors, l'atelier, c'est un atelier partagé. Au départ, on était 4 stagiaires de la Maison de la Céramique à chercher ensemble, à s'installer, à construire un atelier dans la Drôme. On a cherché pendant un bon petit moment, on n'a pas trouvé. Mais finalement, en décidant de changer de département et en perdant un des éléments en cours de route, on a trouvé à s'installer en Ardèche dans un collectif qui s'appelle le collectif du moulinage de Chirol. Donc un gros projet collectif dans un ancien moulinage de fil de soie à Chirol. Et dans ce lieu, en fait, il y a un double projet. Il y a un projet de construction d'habitat et il y a un projet de construction également d'ateliers d'artistes et d'artisans. Donc il y avait encore des espaces vacants à ce moment-là quand on est arrivé. Et on a tout de suite flashé sur le projet, sur la démarche politique, sur le groupe de personnes qui menaient ça, sur la philosophie du lieu. On a été extrêmement bien accueillis et on a assez rapidement voulu faire partie du projet. Donc eux, ils nous ont acceptés et nous, on a eu envie de faire partie de leur groupe. Donc, quand on est arrivé en juin 2021, on a commencé avec du coup Clémentine et Lucie à construire notre atelier. Un peu à partir de rien parce que c'était des énormes hangars. Au total, la surface, c'est 5000 mètres carrés sur 2 bâtiments. Donc, en fait, il fallait sectionner, cloisonner certains espaces pour commencer à construire notre atelier. Donc, nous, on est parti sur une surface de 120 mètres carrés et en gros, on a quand même tout construit grâce aux membres du collectif et grâce aussi à plein de bénévoles qui viennent régulièrement donner la main sur des chantiers collectifs, des chantiers participatifs. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Il nous a fallu 6 mois pour mener à bien le gros de la construction de l'atelier. Et donc voilà, aujourd'hui dans cet atelier, on est 3. On a une super lumière, on donne sur la rivière, donc ça c'est quand même vraiment un luxe. On a il y a un côté assez bucolique justement, où on voit les arbres, la rivière dans l'atelier, et en même temps on est dans un atelier vraiment industriel. Donc il y a cette espèce de double atmosphère qui moi me plaît. Moi j'ai beaucoup fréquenté les milieux industriels en étant à Saint-Étienne pendant 15 ans. Et c'est quelque chose qui me parle dans mes environnements de travail. Et en même temps, on a le calme de la campagne et on a ce truc-là, de connexion un peu aux éléments. Donc, on a chacune un espace bien distinct où on a notre pratique perso et on a plein de choses qui sont mutualisées, notamment des machines assez conséquentes, une boudineuse, une croûteuse, des fours électriques, un gros four à gaz. On s'entraide pour la maintenance de tout ça. On fait des commandes groupées. Quand on a des problèmes techniques, on peut s'en parler, on peut se donner des pistes. Quand on est un peu en dépression parce que c'est pas facile d'aller faire les marchés, on se remonte le moral, on se donne des avis sur nos boulots. Enfin, il y a quelque chose qui est hyper riche dans le fait d'être à 3. Et on se le dit assez régulièrement avec les copines, c'est que seul, on serait pas parti dans cette aventure-là, dans un gros projet comme ça. Franchement, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas eu la force de faire. Là, c'est vraiment, pour moi, le mot sororité qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps et qui des fois est un peu raccroché à rien. Là, il prend vraiment tout son sens, quoi. Que ça soit au sein même de l'atelier Pyrolyse Club, parce que du coup, on a chacune notre activité d'indépendante, mais en plus de ça, on s'est structuré en association pour faire valoir justement cette mutualisation. Et donc, le nom du collectif, c'est Pyrolyse Club. Enfin, tout ça pour dire que oui, c'est de travailler à 3, ça nous donne vraiment de la force. Comment est-ce que vous vous organisez au sein de l'atelier? Il y a des jours où vous venez bosser. Vous êtes là toutes les 3 ensemble à chaque fois. Comment est-ce que vous faites? Oui, en règle générale, on est là du lundi au vendredi, de 9h à 18h ou plus tard. On a quand même une régularité. On n'est pas en horaire de bureau, mais on est vraiment dans une régularité. Toutes les 3, on est quand même vraiment des acharnés du boulot, donc on passe énormément de temps à l'atelier, des fois peut-être trop. On est plus rarement là le soir. Après, Clémentine passe plus de temps le week-end à cuire le four à gaz parce que c'est plus confortable quand on n'est pas là. Mais ouais, globalement, ça se passe comme ça. Après, quand il y a des périodes de rush, de préparation de gros marchés ou de choses comme ça, on bosse aussi un peu le week-end. Mais globalement, on est là toutes les 3. D'accord. Et c'est quoi l'ambiance sonore de votre atelier pendant que vous travaillez? Le moulinage, c'est un lieu qui est toujours en construction, où des fois, ça peut être le bruit des machines à l'extérieur, des tractopelles ou des marteaux-piqueurs. Donc ça, c'est une des ambiances sonores.
Ça peut être aussi les ambiances sonores des ateliers qui sont attenants aux nôtres, parce que dans le moulinage, du coup, on est pas mal d'artisans. Et là, on est mitoyenne avec l'atelier bois notamment. Donc il y a certaines machines à bois qui font pas mal de bruit. Bientôt l'atelier métal. Donc là, on est en train de travailler aussi l'isolation phonique de l'atelier par rapport aux autres. Et ça peut être le bruit, voilà, des autres qui bossent aux alentours. Et sinon, moi, je suis quand même férue de musique diverses et variées, donc je mets beaucoup de musique dans l'atelier. Donc ça peut être de la cold wave, de la musique punk, de la techno, du vieux reggae. Ça peut être vraiment plein de trucs différents, quoi. Mais il y a beaucoup de musique dans l'atelier. Et de temps en temps des podcasts. On a un peu nos podcasts fétiches. Beaucoup de classiques que les gens ont écoutés, Le cœur sur la table, la série documentaire Les pieds sur terre, Arte Radio aussi qui propose plein de choses. Ouais. Ou des radios un peu bizarres comme Fun Radio. Vraiment des choses assez éclectiques, mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est important de bosser avec de la musique. C'est hyper stimulant, et les podcasts aussi. En fait, les sujets dont on va écouter les podcasts peuvent aussi, moi, m'inspirer en tout cas sur ce que je vais pouvoir écrire sur mon pot, quoi. Et en même temps, à continuer à se former, à apprendre, à réfléchir, tout en bossant, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez de la visite dans votre atelier? Vos voisins viennent vous voir souvent prendre le café? Ouais, on a pas mal de passages dans l'atelier. Alors ça peut être tous les gens qui fréquentent le moulinage, parce que maintenant on a un petit espace, un petit showroom à l'entrée de l'atelier. Donc ça peut être l'occasion pour pas mal d'entre elles de venir chercher des petits cadeaux. Et ça, c'est assez cool. On a aussi nos voisins, les autres membres, les autres artisanes, qui viennent parce que des moments il fait plus chaud dans notre atelier que dans les autres, donc ils viennent un peu se réchauffer quand c'est les périodes de grand froid, ou alors discuter un peu ou faire un break. Après, dans l'ensemble, on est assez studieuse, donc c'est vrai qu'ils viennent à des temps bien spécifiques. Parfois, on fait des réunions dans notre atelier, et on a aussi des gens qui viennent qui ont vent de notre activité et qui viennent pour voir comment on s'est organisé, comment on fonctionne à trois. Depuis récemment, on a aussi quelques stagiaires qui viennent passer du temps avec nous, notamment via la Maison de la Céramique. Ça peut être d'autres écoles. Après, on a encore beaucoup de travail de construction dans l'atelier, donc on peut pas se permettre d'accueillir trop souvent des gens extérieurs parce que ça nécessite de leur accorder du temps. Pour les accueillir correctement, on préfère attendre un peu pour vraiment être disponible pour eux, quoi. Okay. Et dans ce tiers-lieu là, il y a un volet qui est prévu pour l'accueil du public, tu vois, de la présentation de toutes les activités. Il y a une partie un peu médiation qui est prévue dans ce collectif? Alors, ouais, il y a déjà des choses qui sont en place. Quand c'est la saison estivale étendue, là, à partir du milieu du printemps jusqu'au milieu de l'automne, tous les vendredis en fin d'après-midi, il y a une visite qui est proposée de tout le moulinage. Donc, les gens arrivent à 18h30 et il y a certaines personnes du collectif qui sont là pour leur faire visiter l'intégralité du lieu, leur expliquer la genèse, leur expliquer où on en est et compagnie. Et lors de cette grande visite, il y a aussi des visites des ateliers. Donc là, ils peuvent voir vraiment ce qui se passe en termes d'artisanat. Et on a aussi participé l'année dernière pour la première fois au GEMA, aux Journées européennes des métiers d'art. Et à cette occasion, tous les ateliers étaient ouverts au public. Ils pouvaient nous voir pratiquer, on pouvait leur expliquer nos démarches respectives. Et on a aussi proposé des ateliers de pratique, des petits ateliers. Nous, on a par exemple proposé un atelier sur des corps de carreaux en faïence. Donc ça, c'était assez chouette. C'était un premier contact avec le public du coin. Mais d'ici quelques temps, on travaille sur un projet aussi qui nous permettrait d'avoir un espèce de showroom plus général au sein du collectif où les gens pourraient voir l'intégralité de nos pratiques dans un espace vraiment mis en valeur avec une scéno un peu plus élaborée, voilà. Et probablement un petit espace de vente aussi à cet endroit-là. Ça, je trouve que c'est une force d'être aussi avec d'autres corps de métier. C'est que quand les gens se déplacent, ils viennent pas pour voir que de la céramique, mais ils voient l'intégralité, en fait. Ils voient d'autres propositions. S'ils sont intéressés par la céramique, eh ben, ils vont quand même pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que le travail de broderie, notamment, de couture, d'impression laser, enfin, voilà. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de corps de métier dans le moulinage et c'est intéressant et ça permet aussi une transversalité, c'est-à-dire que par exemple là notamment
j'ai travaillé le packaging de mes broches en céramique. Il fallait que je fabrique un tampon avec mon logo. Je suis allée voir mon collègue qui travaille autour de ça, de l'impression numérique laser, et en 2 temps 3 mouvements, il m'a fait un prototype pour un tampon. Enfin, c'est assez génial, quoi. Pour travailler sur des tampons en bois, c'est pareil, je peux aller voir le menuisier. J'ai envie de retravailler aussi sur le métal, peut-être faire des montures en argent. Il y a une des nanas qui a une expérience de bijoutière, qui a cette connaissance-là, donc je peux retourner la voir pour ça. Pour la sérigraphie, un sérigraphe. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper riche en fait. Et vice versa. Les autres viennent aussi nous voir quand ils ont des questions techniques ou des besoins particuliers. Donc ça, c'est assez génial. Ok, mais ça a l'air d'être le rêve, en fait, ce lieu. Ouais, c'est le rêve. Enfin, il y a énormément de points positifs. Ouais, c'est hyper enthousiasmant. Ok. Moi, je me verrais mal aller travailler dans un atelier en solo, dans le sens où, des fois, on est un peu fatigué, on a du mal à se motiver parce qu'il faut quand même, enfin, moi, j'habite à 20 minutes à la campagne, donc il faut quand même prendre la voiture, il y a des jours où il fait mauvais. Là, de savoir qu'il va y avoir tous les copains, copines là-bas, qu'on va manger ensemble le midi, qu'on va discuter aussi d'autres choses, pas forcément de boulot, mais qu'on va aussi se donner des pistes en disant, ah là, j'ai vu un marché qui a l'air cool, un appel à projet. Enfin, ouais, ça crée du soutien, ça crée vraiment de la force, quoi. Oui, Après, puis 120 mètres carrés à 3, vous vous étouffez pas trop non plus. ça, c'est assez rapidement le problème. Plus l'atelier est grand, plus on accumule de trucs, plus on se lance dans des projets volumineux aussi, ce qui est bien. Je pense que la pratique, elle s'adapte souvent à la superficie qu'on peut avoir. Moi, j'avoue que si on avait 240 mètres carrés, je cracherais pas dessus. Mais voilà, il faut aussi se contenter des fois de ce qu'on a. Voilà, le moulinage, c'est un super lieu qui a l'inconvénient, c'est ça aussi, c'est qu'on peut très vite être happé par la dimension du projet, et notamment le fait que c'est constamment en travaux et que ça nécessite d'y investir du temps au-delà de sa pratique céramique, de participer à des réunions, de prendre des décisions, de participer aux travaux, voilà, c'est un gros collectif, donc il y a tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui, la céramique te fait vivre? Non, je ne peux pas vivre intégralement de ma pratique céramique, pour une bonne et simple raison, c'est que je suis quand même au début de mon activité d'artiste-auteur. Ça fait 1 an et demi que j'ai mon statut, à peine un an que l'atelier est réellement fonctionnel. Donc, il a fallu passer par une première phase de production, de test, d'élaboration vraiment d'objets dont je suis satisfaite et dont j'étais prête à faire sortir de l'atelier et à montrer au public. Suite à ça, il y a toute une phase où il faut trouver aussi l'endroit où vendre ses créations. Ce qui est pas forcément évident parce que moi j'ai une pratique qui est assez particulière, qui parle de beaucoup de choses, qui a un univers autour de l'apothicairie, autour de l'alchimie, autour du médiéval, autour du féminisme, qui se vend pas forcément aussi simplement que des pièces d'utilitaire bien faites avec un émail monochrome. Enfin voilà, c'est pas du tout pour dénigrer ce type de travail, mais c'est des choses qui sont de fait un peu plus difficiles à placer, un peu à mi-chemin des fois entre l'art et l'artisanat, même si je sais pas s'il y a vraiment une frontière claire là-dedans. Mais donc non, je ne vis pas exclusivement de ma pratique pour le moment. Et là, cette année, j'ai aussi fait des démonstrations de tournage notamment, qui me rapportent aussi du fric, quoi. Okay. Au départ, c'était quelque chose que j'avais pas envie de faire et je trouve ça hyper formateur parce que ça oblige à aussi tourner avec un public en face. Donc c'est pas mal. Après on devient tourneuse dans tous les cas de figure. Donc ça c'est assez cool. Et aussi parce que ça permet vraiment de montrer les étapes de fabrication du boulot. Les gens imaginent pas en fait toutes les étapes qu'il peut y avoir avant d'arriver à une pièce finie et bien finie. Et en fait, c'est aussi une manière pédagogique de transmettre au public et d'expliquer pourquoi notre boulot il est plus cher qu'une tasse produite en industriel, voilà. Et pourquoi il a un supplément d'âme également, quoi. C'est qu'on est là, c'est qu'on est traversé de nos états d'âme du moment. On est en forme, on n'est pas en forme, ça a fonctionné, pas fonctionné. Je trouve ça assez important de le partager avec les gens, quoi. Mmh. Et alors, des cours ou des ateliers, tu as envisagé aussi ça? Ouais, c'est envisagé.
Moi, j'ai été prof pendant longtemps. J'avais besoin de faire un break de l'enseignement parce que c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie, qui est hyper chouette parce que t'en reçois aussi. Mais j'avais envie de faire une pause là-dedans. Là, de plus en plus, je me repose la question de proposer des stages pro ou amateurs éclairés autour de techniques particulières. Oui, bien sûr. Ça marchera à fond. En fin d'interview, là, je pose des questions et il y en a une, c'est les tu préfères. Je ne sais pas si tu avais entendu dans les épisodes précédents. Non. Je ferai 2 propositions céramistes et eux de me dire ce qu'ils préfèrent. Mhm. Donc pour toi, je me suis intéressée, je me posais des questions par rapport à la calligraphie. Donc tu travailles Mhm. avec des pinceaux bien spécifiques? Mhm. Ouais, ok. Plutôt des brosses peut-être, des brosses plates? Alors, je travaille avec des pinceaux plats que je retaille et plus ils sont de mauvaise qualité, mieux c'est. Ok. J'ai essayé toutes les gammes de pinceaux, plus pourris, mieux c'est. Et des pinceaux à calligraphie chinoise aussi. D'accord. Alors, bah justement, tu préfères les pinceaux à poil de martre ou les pinceaux à poil de chèvre? J'ai vu Je qu'il ne y avait sais poil de poney aussi ou d'écureuil. pas. Les poils d'animaux en général, oui, je sais, c'est pas très vegan friendly, mais les animaux mélangés, je les aime bien au bout de mes pinceaux. Ok, d'accord. Oui, tu travailles aussi peut-être avec des poils synthétiques ou des pinceaux, ouais, pinceaux éventail. Celui-là, il me fait rire. Ouais, j'utilise pas lui. Non, D'accord. j'ai vraiment trois types de pinceaux fétiches. Les pinceaux à 3 poils pour les décors ultra précis, les gros pinceaux à calligraphie avec une grosse jupe et des pinceaux plats premier prix en mode, je sais pas comment dire, vraiment les pinceaux hyper cheap. Donc je D'accord. sais pas la position de mes pinceaux en fait. Je sais qu'il y en a en synthétique et il y en a en poil animal, mais Ok. Et t'en as des préférés? ah oui, oui, Ouais. oui, oui. Ouais. J'ai tout un set de pinceaux préférés. Et toute une énorme collection de pinceaux chers que je n'utilise jamais. Ah oui, mais ça, on en a tous, hein. J'ai une grosse collection d'outils. Ouais, j'ai une passion pour les outils aussi. Ok. C'est quoi ton outil préféré si tu devais en garder qu'un seul? Le scalpel. Oui, le scalpel me sert à tout. Je me découvrais des fois. Non, à faire les montages, découper du papier, gratter. Je trouve que c'est un outil fantastique, le scalpel. Et, et sinon, aujourd'hui, tu rêves à quoi? C'est quoi ton rêve pour l'avenir, pour le futur de ton activité? Alors, ce dont j'ai pas parlé, c'est que j'ai un autre gros projet en parallèle qui va commencer à prendre forme là en 2023. C'est que j'ai un projet de reprise d'une poterie traditionnelle dans la Drôme. Je vais relancer une activité traditionnelle de terre vernissée dans un lieu qui est fermé depuis quelque temps et avec un collègue à moi, un collègue Nicolas Testa, on va relancer cette activité-là. Donc, dans mes rêves, dans ce que j'aimerais qu'il se passe bien dans les temps à venir, c'est ça, c'est relancer cette poterie traditionnelle, de retrouver des savoir-faire qui ont un peu disparu, de revenir vers des formes plus simples avec des émaux assez sobres mais bien faits, voilà, pour proposer une vaisselle sûrement moins chère que ce que je peux faire moi dans ma pratique perso, ouais, mais empreinte de tradition et de simplicité et de. Ok. Mais c'est-à-dire que tu quitterais le moulinage alors? Non, je fais les deux. Ah ouais, génial. Voilà, l'idée c'est de tester ça. Les deux lieux sont à 1 heure et demie de route l'un l'autre. L'idée c'est de travailler à mi-temps sur chaque lieu pour voir un peu comment évoluent les deux pratiques et d'ici 2, 3 ans voir un peu comment les deux peuvent éventuellement fusionner. Mais en tout cas, j'ai envie de me donner la possibilité de tester ça, de tester cette reprise d'une petite manufacture. Ben là, ça revient en fait au travail à l'histoire de la technique et de l'histoire des techniques. J'ai envie de rencontrer les anciens des alentours de Dieulefit, pour savoir comment a été faite cette poterie, d'apprendre de ceux qui restent en fait. Voilà. D'accord. Et sinon, dans l'idéal, ça serait reprendre aussi un travail de sculpture et d'installation, proposer des grosses pièces, quitter un peu les marchés. Parce que les marchés potiers sont super, parce que c'est l'occasion de rencontrer ses pairs et de montrer le public, de montrer le travail, mais en même temps c'est épuisant.
voilà, se déplacer, prendre la bagnole, travailler par toutes les conditions météo, qu'il fasse chaud, froid, et puis il y a des marchés où on peut. Il y a des marchés qui fonctionnent très bien, et il y a des marchés où c'est quand même vraiment la croix et la bannière. Le rapport commercial direct avec l'argent, avec les gens, et le travail pardon, je m'embrouille. Le lien financier avec les gens, ouais, pour moi c'est assez compliqué. Ouais. Le fait de devoir vendre et d'échanger Oui. par le biais de la monnaie, là, c'est un truc que je trouve pas hyper sain. Donc voilà. Moi j'aimerais aussi trouver des gens qui sont, voilà, s'il y a un métier à développer, ça serait agent d'artisan d'art, je sais pas comment appeler ça, mais quelqu'un qui aurait pas mal d'artistes et artisanes sous le coude et qui diffuserait leur boulot en fait. Ouais. Parce qu'on peut pas être bon dans tous les domaines, je pense. Et ça, on est nombreuses à avoir des difficultés avec ça, je pense. C'est un peu dommage parce que ça invisibilise certains boulots, quoi. Non, c'est vrai, hein. C'est un métier à part entière. Ce qui t'embête dans la relation avec la relation avec le public sur les salons, sur les marchés, c'est parler de ton travail, ou c'est effectivement quand il y a un échange financier, enfin un échange d'argent. Qu'est-ce qui t'embête? Alors ça m'embête pas de parler de mon travail parce que je pense que j'aime en parler et puis ça fait partie en fait de la démarche même de ce que je réalise. Ce qui me pose problème, c'est que moi je viens d'un milieu modeste et j'évolue dans un milieu modeste et que forcément les pièces qu'on propose, elles ont un certain coût beaucoup plus élevé que ce que peut proposer l'industrie, et bon, à raison. Mais ça peut être un frein aussi pour que les gens puissent vraiment se payer ce genre d'objet. Et ça, c'est quelque chose qui turlupine toujours un peu. J'aimerais que ça soit souvent des gens de couches populaires qui se les payent, et en même temps, dans la réalité quotidienne, c'est plus possible, quoi. Enfin, là, on n'a pas les moyens et d'acheter de l'essence et de la bouffe de bonne qualité et de se loger et de se payer ne serait-ce que 2 tasses, quoi. Donc là, c'est là où je suis un peu gênée dans le rapport à l'argent, c'est que on peut proposer des fois des boulots qui font un peu rêver, et en même temps, il y a ce frein de l'argent comme monnaie, comme moyen d'échange. Donc des fois, ça m'arrive de troquer. Enfin là, je reviens d'un marché à Bruxelles où on est 12 personnes à exposer ensemble depuis quelques années pour un marché de Noël atypique qui s'appelle Marché Crève. Et les autres ont pas de fric non plus. Donc là, on peut vraiment se permettre d'échanger. Mais on peut échanger entre nous parce qu'on a chacun une pratique de la matière. Mais avec les gens qui passent, les gens lambda qu'on ne connaît pas, comment échanger, quoi? Comment arriver à pouvoir troquer des trucs sans se connaître, je sais pas. Comment régler ce problème de monnaie? Après, bon, il n'est pas inhérent à la céramique, il est partout, quoi. Et peut-être d'où ton envie aussi de développer cette poterie traditionnelle, là, reprendre ce lieu pour pouvoir proposer une production peut-être plus abordable. Ouais, plus abordable, plus simple, même en termes de compréhension, en fait. Donc au final, tu fais pas de la poterie, de la céramique militante, c'est de la poterie politique. Voilà, c'est ça. Du coup, là, ce sera de la poterie politique par deux biais différents. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.